Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci bien, Monsieur le Président, de me donner la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs du public, Yorana, merci et bonjour à tous. Effectivement, j'ai souhaité, Monsieur le Président, prendre la parole ce matin pour évoquer la table ronde de haut niveau, Recotica, qui s'est déroulée à Paris. Et surtout, je voulais partager avec vous le relevé des décisions de cette réunion. Mais permettez-moi, avant de remercier à nouveau le Président de la République, M. Emmanuel Macron, pour avoir organisé dans les délais courts cet événement historique, voire exceptionnel, qui réunissait des représentants de la Polynésie française au travers du groupe Recotica, mais aussi de nombreuses hautes personnalités de l'État. Le terme de haut niveau est de circonstance puisque la délégation polynésienne a eu à Paris comme interlocuteur non seulement le Président de la République qui s'est déplacé en personne pour l'occasion, mais aussi 3 ministres du gouvernement Castex, sans oublier les personnalités extrêmement qualifiées de l'État. Ils nous ont également exposé avec clarté et transparence l'ensemble de leurs travaux et de leurs réflexions sur des sujets aussi complexes que ceux que nous avons abordés. Je souhaitais aussi remercier devant vous tous ceux et toutes celles qui se sont associés localement aux travaux préparatoires de cette table ronde et je pense plus particulièrement à M. Joël Alain, à Tahiti et à son homologue parisien, le préfet Alain Rousseau, qui ont coordonné avec professionnalisme et brio la démarche. Je souhaite enfin signaler le très bon état d'esprit qui a animé notre délégation, en dépit des positions parfois divergentes des uns et des autres, et on le comprend très bien. Malgré l'absence de 2 des 3 associations qui sont impliquées historiquement sur le sujet, et l'absence de 2 des groupes de l'Assemblée, des groupes politiques de l'Assemblée de Polynésie, que j'ai personnellement invité, nous avons porté le message de tous pour que la voix de l'ensemble des Polynésiens soit entendue le plus largement possible par les autorités de l'État. Et je crois aussi, comme l'a indiqué notre coordonnateur, M. Joël Alain, lors de sa conférence de presse du mercredi 7 juillet, que nous n'avons pas perdu notre temps. Très sincèrement, je souscris pleinement à ces propos et je fais mienne cette phrase. Pour dire d'ailleurs que certaines associations ou représentants politiques qui nous critiquent encore aujourd'hui auraient dû se joindre à nous lors de ces débats instructifs, des débats enrichissants et sincères. J'ai beaucoup regretté leur absence. Il n'empêche, et malgré ce qui peut apparaître comme une division des Polynésiens, la délégation Recotica a porté haut et fort les doléances des associations qui ont participé, je le rappelle, activement à nos travaux de préparation. Ils n'étaient pas de la mission, mais ils sont venus effectivement préparer cette mission avec nous, car pour mémoire, nous avons tenu ensemble 8 réunions de préparation localement avant de partir. Je puis vous affirmer que la parole était libre et que tout le monde a pu s'exprimer et certains même ont écrit leurs revendications que nous avons naturellement défendues à Paris. J'en viens maintenant au courrier du Premier ministre qui a, lui, nous a transmis le relevé de décision. Ce courrier souligne d'ailleurs l'intense préparation par les groupes de travail, je le cite, qui ont été mis en place à Papeete et la qualité, bien sûr, des spécialistes de très haut niveau qui sont intervenus à Paris. Dans ce courrier, le Premier ministre explique qu'à la suite de la table ronde que nous avons tenue, et là je le cite, « J'ai souhaité, dit-il, sans délai vous faire part des conclusions que j'en tire pour l'action du gouvernement dans les mois à venir. » Non, nous entrons là, comme nous avons souhaité, nous entrons bien dans le concret et dans l'action. Ce faisant, le Premier ministre estime aussi que le caractère exceptionnel de la rencontre a permis, je le cite,
de poser de nouvelles bases à notre dialogue sur ce dossier sensible. Et il reconnaît, je le cite à nouveau, que l'État n'a jusqu'à présent pas suffisamment communiqué sur cette problématique. La conclusion qu'il en tire est que l'évidente, je le cite, que l'évidente nécessité d'améliorer et de qualifier l'information sur ce sujet dans les mois et les années à venir s'impose, s'est imposé, dit-il. Aussi, il précise que les organismes présents à Paris sont prêts à répondre à toute sollicitation pour venir, le cas échéant, sur place à la rencontre des Polynésiens pour leur présenter leurs travaux. Fin de citation. J'estime qu'il est important, effectivement, que ces experts puissent venir jusqu'à nous, notamment pour présenter leurs études et leurs conclusions. Ainsi, chacun pourra disposer du même niveau d'information et pourra, éventuellement, s'il le souhaite, confronter librement ce qui est dit ou ce qu'il pense avec d'autres éléments et surtout d'autres points de vue. C'est en effet un dialogue contradictoire qui doit être engagé par tous pour avancer. Je formule l'espoir que cette démarche d'échange puisse reprendre avec ces experts qui sont prêts à nous ouvrir le livre de l'histoire du CEP et partager leur expérience. Je vous le dis en toute connaissance, mesdames et messieurs, tourner la page ne signifie pas la déchirer ou l'effacer, et encore moins fuir les responsabilités. Mais par contre, et j'y crois énormément, dialoguer, c'est rechercher la vérité, et je ne me trompe pas en disant que c'est notre souci commun. Il n'y a pas de syndrome de Stockholm, bien au contraire. Dialoguer, c'est faire preuve d'intelligence, de courage, de dignité et d'admettre la confrontation des idées d'égal à égal. Dès lors que le gouvernement national s'est inscrit dans cette dynamique d'action, le Premier ministre vient de me confirmer, et là je le cite, qu'il a donné les instructions nécessaires pour que des mesures pratiques qui ont fait l'objet d'un consensus lors de vos travaux et paraissent structurantes pour l'avenir fassent l'objet d'une mise en place rapide et concrète dans les semaines à venir. Venons-en donc sur les aspects pratiques des choses. Je rappelle que l'ouverture et l'accès aux archives sont une revendication récurrente de nos associations qui s'ajoute à celle aujourd'hui de nos historiens qui, vous le savez, ont été mandatés pour venir alimenter le centre de mémoire que nous voulons installer à Papeete. Les historiens vont nous présenter leurs travaux, je le pense, dès le mois d'octobre, lors d'une conférence qui sera donnée à l'université. À cet égard, donc, l'ouverture des archives, le président de la République et le Premier ministre nous confirment que tout sera déclassifié. Cependant, et c'est parfaitement compréhensible, les archives contenant les informations dites proliférantes, c'est-à-dire celles qui peuvent permettre d'avoir des éléments sur la construction de la bombe, ne peuvent être mises sur la place publique. C'est une exigence de l'Organisation des Nations Unies. Ce n'est pas une exigence de l'État français. Tout le monde est soumis à cette contrainte qui est imposée par l'ONU pour éviter justement la prolifération de l'arme nucléaire. Un travail de tri a déjà commencé et le Premier ministre indique qu'il sera intensifié. Ainsi, pour que des fonds documentaires nouveaux, là je cite le Premier ministre, pour que des fonds documentaires nouveaux soient communiqués très rapidement aux chercheurs et au public, il nous précise donc qu'une commission sera chargée de superviser l'avancée des travaux de tri. Et effectivement, nous lui avons dit, Recotica a dit à Paris qu'il y a urgence et qu'il faut aller plus vite à ce niveau. Il ajoute qu'il vous a été proposé en séance, effectivement, il vous a été proposé en séance de participer à leur choix et à votre demande de désigner à cet effet un correspondant polynésien qui contribuera à l'avancée de ces travaux. Pour nous, c'est une avancée notoire dans la transparence puisque nous pourrons désigner, comme nous l'avons effectivement demandé,
comme il a été refusé d'ailleurs par la ministre de la Défense, mais le président de la République est revenu dessus. Il nous a donc proposé effectivement que quelqu'un, un Polynésien, puisse participer à ces travaux de tri. Et ensuite, dans un second temps, bien sûr, à la mise à disposition de ces documents. Le Premier ministre réaffirme au passage le soutien et la disponibilité de l'État à la création du centre de mémoire, dont la conception, je le rappelle, relève de la responsabilité de la Polynésie française. Ce n'est pas l'État qui nous a donné la responsabilité, mais c'est nous qui avons demandé la responsabilité de ce centre de mémoire, puisque nous voulons, encore une fois, maîtriser ce qui sera transmis à nos jeunes générations. D'ailleurs, nos associations ont participé en 2018 et 2019 à la définition de la programmation des contenus de ce centre. Travaux qui ont été suspendus depuis pratiquement 1 an maintenant, là pour des problèmes purement internes à nos associations et les relations que nous avons, gouvernement et relations avec les associations. Le Premier ministre ensuite aborde les effets des essais nucléaires sur la santé, mais il dit quand même, et je crois que c'est la première fois que l'on entend cela, que ces effets sur la santé des Polynésiens aujourd'hui ne peuvent être niés. Ne peuvent être niés. L'État est très clair dans cette affirmation. Le gouvernement central, donc, non seulement reconnaît, mais fait un pas en avant. Pour lui, pour le Premier ministre, je le cite, mieux comprendre et connaître les mécanismes d'apparition et de développement des maladies radio-induites est essentiel. Et la question notamment du lien entre l'exposition à de faibles doses des rayonnements ionisants et le cancer de la thyroïde qui devront donc être approfondis. Il annonce ainsi l'extension et l'approfondissement de l'étude CEPIA Santé afin de prendre en compte l'ensemble des travailleurs qui étaient présents à Mururoa sur les sites du CEP. C'était notamment là aussi une revendication ancienne de nos associations. Je vous rappelle que l'étude CEPIA est une étude qui a été confiée en 2019 par l'État à l'organisme indépendant CEPIA Santé. C'est un organisme indépendant et qui concernait les causes de mortalité d'une cohorte de plus de 30 000 vétérans qui avaient été présents sur les sites du CEP entre 1966 et 1996 et qui portaient des dosimètres. Ici, le Premier ministre donc nous annonce que cette étude va être étendue à l'ensemble des travailleurs sur site et notamment ces personnels civils qui ne portaient pas de dosimètre. Il souligne également que la liste des maladies radio-induites, c'est une autre demande de nos associations, pourra être adaptée au fil des travaux internationaux, notamment ceux de l'UNSCARE, le comité des Nations Unies, l'UNSCARE, le comité des Nations Unies sur les effets des radiations atomiques. Là encore, lors de la table ronde tenue à Paris, l'État s'est dit ouvert à ce que la liste des maladies radio-induites évolue en fonction des travaux donc de l'organisation internationale UNSCARE. Il rappelle également qu'au travers de la Convention santé que nous devons signer avec l'État, et là je le cite, l'État apporte son soutien à la qualification de votre registre des cancers et au développement de l'oncologie ici en Polynésie, mais aussi que l'État apportera l'appui au dépistage et à une meilleure prise en charge de nos malades. C'est une autre revendication forte, je l'exprime et je le dis, de nos associations qui est ici prise en compte. Concernant l'indemnisation des victimes, M. Jean Castex réaffirme dans le relevé de décision que nous avons reçu que le principe posé par le président de la République doit s'appliquer. Ce principe, c'est quoi?
Là je cite le Premier ministre, l'État a créé un droit à l'indemnisation pour les victimes des essais nucléaires. Ce droit a été révélé effectivement par la fameuse loi Morin. Et le Premier ministre nous dit, l'État a aujourd'hui le devoir de permettre à tous ceux qui s'estiment victimes de présenter un dossier au CIVEN. Fin de citation. Là encore, les propos du président de la République, repris par le Premier ministre, sont d'une clarté qui ne laisse aucune ambiguïté sur la volonté de l'État de rendre justice aux victimes de ces essais. Ce principe étant acquis, il fait aussi le constat que l'accès au dispositif d'indemnisation est aujourd'hui trop complexe et peut effectivement décourager certaines personnes isolées. Actuellement, on pense beaucoup à ces personnes qui vivent encore dans les îles aujourd'hui. Aussi, le Premier ministre précise que, je le cite, la décision a été prise de mettre sur pied une équipe constituée de personnes disposant de compétences médicales, mais aussi administratives, qui aura pour fonction de se rendre sur place, au plus près des Polynésiens, pour les informer sur leurs droits, les aider à évaluer leur situation de santé et à constituer leur dossier. C'est ce que le président de la République, lorsqu'on l'a vu, a qualifié de « aller vers ». Il faut aller vers les gens, il faut aller vers ces personnes qui sont malades et ne pas attendre qu'ils viennent à nous. Le Premier ministre ajoute que cette équipe fera également ce travail auprès des ayants droit, non seulement des victimes directes, mais des victimes indirectes, des ayants droit, et il précise enfin que le nécessaire sera fait par voie législative pour que le délai de dépôt des dossiers auprès du CIVEN soit repoussé de 3 ans. Donc au lieu de décembre 2021, on repousse à janvier 2024. Fin 2024, décembre 2024. Encore une fois, c'est une autre revendication de nos associations qui est aujourd'hui satisfaite par l'État, par le Premier ministre. Enfin, il nous précise que des moyens financiers supplémentaires seront alloués au CIVEN. Concernant la prise en charge par l'État des frais engagés par la CPS, le Premier ministre affirme nettement, et là je le cite une fois de plus, cette demande apparaît légitime. Et il rajoute, il est normal en effet qu'à côté du dispositif d'indemnisation individuelle, ce que l'on connaît au travers du CIVEN, les dépenses engagées par la collectivité fassent l'objet d'un remboursement. Mais pour moi, c'est la première fois que les plus hautes autorités de l'État abordent avec autant de clarté le sujet de la CPS. Le principe est donc acquis aujourd'hui. Il reste à voir rapidement les modalités de mise en œuvre de cet engagement. Concernant les impacts sur les territoires qui concernaient donc les travaux de la dernière partie de la table ronde, le Premier ministre rappelle que les atolls de Mururoa et Fongatofa demeureront des emprises contrôlées par les militaires. Les traces des explosions, les déchets enfouis, pouvant revêtir un caractère d'information proliférante. À cet égard, la délégation Rekotika a mis sur la table le principe d'une compensation pour perte de jouissance. Pour ce qui concerne Hao, il retient, Premier ministre, que les modalités de dépollution du site vont faire l'objet d'une perspective de solution technique envisageable rapidement, tel que cela avait été abordé par notre délégation. Pour lui, un travail commun des services de l'État, du pays et surtout de la commune doivent être engagés rapidement. Il ajoute d'autre part, je le cite, de même,
l'État poursuivra, en lien avec le pays, son appui au projet de développement des autres atolls proches de Tureia, Reao et Negombié. Pour ce qui concerne le CRSD, le contrat de reconversion, le CRSD que vous connaissez bien, le Premier ministre a acté la prolongation de la durée de ce contrat afin de terminer les opérations qui s'y attachent, ainsi que la prise en charge des coûts liés à la dépollution amiante des bâtiments. Enfin, il précise clairement que les crédits qui n'ont pas pu être engagés, non engagés, seront donc redéployés sur des actions de redynamisation économique et non désengagés, comme c'est habituellement le cas. Donc les crédits, en résumé, seront maintenus. Sur le CRSD, vous savez que nos maires étaient donc présents, le maire d'Aroué comme le maire de Hao d'ailleurs, ont porté avec succès la voix des 5 maires concernés par ce sujet conflictuel entre l'État et les communes. Il s'agit des maires des communes de Papeete, de Faa, de Piré, d'Aroué et la 5e commune, la commune de Terre-Ouest. Sur le volet donc des conséquences de l'arrêt des essais nucléaires sur l'économie polynésienne, le Premier ministre a reconnu que la Réunion n'a pas eu le temps d'approfondir ces sujets. Effectivement, le temps a été court. Il dit ceci: la table ronde donc n'a permis que d'amorcer la réflexion sur ces sujets stratégiques pour la Polynésie française et qui dépassent bien évidemment la question des conséquences des essais nucléaires. Aussi ai-je demandé au ministre des Outre-mer, qui doit arriver bientôt, en lien avec les ministres concernés, de poursuivre cette réflexion avec vous. Fin de citation. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, je pense que globalement, au travers de son courrier, le Premier ministre non seulement confirme nos premières impressions qu'on a eues lors de cette table ronde, mais il apporte aussi sans ombre, sans embâche, des éléments de réponse à la presque totalité des doléances qui ont été présentées à l'occasion de la table ronde. Ces doléances ont été, je vous le rappelle, parce qu'on n'a pas écrit ça dans le coin d'une table, ces doléances ont été portées par le groupe Recotica à la suite d'ateliers que nous avons réunis lors de nos réunions de préparation ici en Polynésie française. Le Premier ministre, en outre, précise que ce sont les principales conclusions sur lesquelles j'engage mon gouvernement et qui pourront faire l'objet de précisions ou de confirmations à l'occasion du prochain déplacement officiel de Monsieur le Président de la République en Polynésie française. Pour conclure enfin son courrier et suite à notre proposition, le Premier ministre aborde la question du suivi des mesures et le maintien dans la durée au sein d'une instance permanente de dialogue, parce que bien sûr, les choses n'allaient pas se conclure avec Recotica et cette table ronde. Vous imaginez bien que derrière, il y a encore beaucoup de travail. Alors, il dit ceci, le Premier ministre dit « J'y attache aussi beaucoup de prix à la mise en place de cette instance permanente de dialogue. Aussi ai-je décidé de placer auprès de mes services, auprès des services du Premier ministre, un dispositif de coordination et de suivi de ces dossiers dans un format qui reste à définir et dont je vous tiendrai rapidement informé. » Fin de citation. Donc il va de soi que de notre côté, nous mettrons également en place une structure adaptée pour que ce dialogue et ce suivi soient les plus efficaces possibles. Voilà donc, mes chers amis, les principales mesures actées par le Premier ministre et qui constituent une véritable feuille de route. Cela répond très largement aux doléances qui ont été portées par notre délégation Recotica. Alors, au-delà d'un changement de posture,
un changement de paradigme de l'État vis-à-vis de la reconnaissance des impacts des activités nucléaires entre 1964 et 1995, il faut maintenant mettre toutes les actions et ses bonnes intentions en œuvre. Je crois que le cap est bien tracé et nous faisons confiance aux engagements pris par le Premier ministre au nom du Président de la République et surtout nous croyons à la volonté des plus hautes autorités de l'État, des plus hauts responsables de l'État, d'aller de l'avant sur ce dossier et dans un délai rapide. Je sais aussi que le chef de l'État, qui sera prochainement parmi nous, reprendra devant l'ensemble des Polynésiens les mots forts et sincères qu'il a tenus devant notre délégation, et je sais aussi qu'il s'engagera pour que nous puissions, avec dignité, avec respect et confiance, reprendre la route de notre destin aux côtés de la République. Pour conclure mon propos, je vous transmets un message de confiance, car ça ne vous étonnera pas. Je vous transmets un message de confiance, bien sûr, sans oublier notre passé et ses diverses facettes. Notre génération, en tous les cas, j'en suis convaincu, doit s'inspirer de ces expériences pour construire l'avenir et transmettre à nos enfants les valeurs de solidarité qui animent notre société, qui animent notre peuple maori. Voilà, Monsieur le Président, je me devais de faire le point devant votre Assemblée, puisqu'on en a parlé ici avant le départ, des conclusions qui ont été obtenues lors de cette table ronde tenue à Paris au mois de juillet dernier. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, Monsieur le Président de la Polynésie française. Nous poursuivons l'examen des rapports, des projets de loi du pays et de délibération. Avant d'examiner nos dossiers, je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé d'appliquer la procédure d'examen simplifié concernant les rapports 96, 99, 100, 98 et 89, d'appliquer donc cette procédure d'examen simplifié. Je vous rappelle tout simplement que dans cette procédure, les articles ne seront pas tous lus. Seuls les articles faisant l'objet d'amendements seront discutés. Si aucun amendement n'est déposé, nous passerons directement au vote de la loi du pays après la discussion générale. Nous commençons par le rapport 95-2021 sur le projet de loi du pays portant